Tatsumi est un jeune campagnard naïf mais ambitieux, qui rêve de faire fortune dans la capitale impériale, et il y parviendra un jour en sauvant la nation grâce à ses talents et ses sacrifices. Tout a commencé le jour où Tatsumi a quitté son petit village pauvre avec ses deux meilleurs amis d'enfance pour se rendre dans la capitale impériale, gagner beaucoup d'argent et aider les siens. En chemin, Tatsumi rencontre une bête féroce de première classe, un dragon terrestre qui attaque un couple de voyageurs. Il intervient en héros et tranche immédiatement un des bras du dragon. Après cela, il saute et découpe la bête en redescendant avec son épée. Les voyageurs louent ses talents et le remercient de son aide. Après avoir entendu son histoire, ils le mettent en garde contre la corruption qui règne dans la capitale, puis ils s'en vont. Arrivé dans la capitale, Tatsumi se rend à la caserne militaire et postule pour un poste de commandement. Naturellement, le recruteur lui propose de l'engager comme simple soldat au début, mais Tatsumi refuse et se fait expulser de l'établissement. C'est alors qu'une jolie blonde au regard audacieux s'approche de lui et lui dit qu'elle peut l'aider à obtenir un poste au gouvernement s'il lui offre un verre. Tatsumi accepte et ils vont dans un bar. Au bar, après avoir bu ses verres, la fille dit qu'elle connaît un fonctionnaire et que si elle lui graisse la patte avec de l'argent, il pourra aider Tatsumi à obtenir un poste de commandement vu sa force. En entendant cela, Tatsumi est fou de joie et lui remet tout l'argent qu'il a gagné en terrassant la bête féroce sur son chemin. La fille dit qu'elle va s'occuper de tout et que Tatsumi tirera de précieuses leçons de cette expérience. Après cela, elle s'en va simplement avec son argent, tandis que Tatsumi attend toute la journée au bar comme le pigeon qu'il est. Le soir, le propriétaire du bar lui dit qu'il est l'heure de fermer et qu'il s'est fait arnaquer. En entendant cela, Tatsumi devient triste, puis quitte le bar en colère, maudissant la blonde. Sans un sou en poche, il décide de s'asseoir sur le trottoir et d'y passer la nuit. Mais c'est alors qu'une calèche passe et que la dame à l'intérieur sort et lui propose son aide. Au début, Tatsumi est méfiant, mais les gardes lui disent que Lady Arya ne peut s'empêcher de s'apitoyer sur le sort des malheureux comme lui et les aide souvent ainsi. N'ayant rien à perdre, Tatsumi accepte sa généreuse offre et l'accompagne. Chez elle, il rencontre ses parents et découvre qu'ils sont très riches et possèdent un immense manoir. Il se présente et leur raconte qu'en chemin vers la capitale, son groupe a été attaqué par des bandits et qu'il a été séparé de ses amis. Comme ils avaient tous décidé de se retrouver dans la capitale de toute façon, il a continué son voyage et les cherche maintenant. En entendant son histoire, le père dit qu'il intercédera en sa faveur auprès de sa connaissance militaire et qu'il leur donnera également des recherches pour ses deux amis. Tatsumi se sent vraiment béni et son espoir en l'humanité renaît après sa mésaventure. Le lendemain, il accompagne Eiria lors d'une de ses virées shopping et il a aussi l'occasion de parler aux gardes. Un des gardes lui montre le palais impérial et lui dit que si l'empereur est vivant, il n'est qu'un enfant et que le véritable dirigeant du pays est le premier ministre qui est très corrompu. Et c'est pourquoi le pays pourrit de l'intérieur en ce moment. Tatsumi est furieux de la situation et dit que c'est de sa faute si son pauvre village doit faire face à des impôts aussi insupportables. Après cela, le garde lui montre un mur avec des avis de recherche des membres du Night Raid. Il explique que ce sont un groupe d'assassins qui attaquent la nuit et ne ciblent que les hauts fonctionnaires et l'élite de la capitale. Il devrait donc être sur ses gardes au cas où. Cette nuit-là, nous voyons la mère marcher dans le manoir et soudain, elle est découpée par une paire de ciseaux géants tenus par une fille aux cheveux violets. Tatsumi sent cette intention meurtrière et sort de son lit pour voir ce qui se passe. Il regarde par la fenêtre et voit un groupe de personnes équipées d'armes et suspendues à des fils dans le ciel. Il note que ce sont les Night Raid et se demande pourquoi ils attaquent des gens si gentils, juste parce qu'ils sont riches. Il décide alors de se précipiter auprès d'Arya et de lui servir de garde du corps. Il la retrouve devant un abri au fond des bois et dit qu'il la protégera. Mais c'est alors qu'une des assassins, Akame, arrive et dépasse Tatsumi en un clin d'œil. Elle fonce droit sur l'autre garde et le coupe en deux, puis s'approche d'Arya. Tatsumi s'interpose, faisant reculer Akame. Elle lui dit qu'il n'est pas sa cible, mais Tatsumi répond qu'il ne la laissera pas tuer Eiria. Akame dit que dans ce cas, elle n'a pas d'autre choix que de le tuer aussi. Et ils commencent, tous les deux, à croiser le fer. Tatsumi réussit à lui tenir tête quelques instants, mais elle lui transperce ensuite le cœur, le mettant hors de combat, comme un simple PNJ. Pendant ce temps, nous voyons la blonde de tout à l'heure arriver sur les lieux, et en regardant Tatsumi, elle se demande à quel point un gars peut être malchanceux. Mais Tatsumi se relève et révèle qu'il a été sauvé par la petite amulette qu'il gardait dans sa poche intérieure, que ses villageois lui avaient donnée. Après cela, Akame s'apprête à lui porter le coup de grâce au cou. Mais la blonde l'arrête et lui dit qu'elle doit une faveur au garçon et aimerait la rembourser. Elle dit à Tatsumi qu'il ne tue pas d'innocents, et pour le prouver, elle arrache la porte de l'abri derrière eux pour montrer l'horrible réalité de leur cible. Tatsumi entre et découvre que c'est en fait une chambre de torture, avec des corps sans vie suspendus partout. Mais il est profondément bouleversé quand il voit que le corps suspendu au centre est celui de l'un de ses amis, Sayo. Et c'est alors qu'un garçon interpelle Tatsumi, se révélant être Ieyasu. Avec son dernier souffle, il lui dit qu'Eiria a tué Sayo en la torturant à mort, et cela met Tatsumi follement en colère.
Le poteau rose est découvert et Iria commence à insulter Sayo et les autres morts, disant qu'elle ne supportait pas qu'elle soit plus belle et que les pauvres ne sont que ses jouets et qu'il n'y a rien de mal à faire ce qu'elle veut de ses jouets. Akame décide d'en finir avec elle, mais soudain, Tatsumi se retourne et coupe Iria en deux avec sa lame, puis il se précipite vers Ieyasu et le laisse rendre son dernier souffle dans ses bras. La blonde note que Tatsumi n'a pas hésité à tuer Iria et pense qu'il est en fait vraiment fort. Elle dit ensuite à Akame qu'il devrait les rejoindre, puis l'entraîne avec elle et le force à rencontrer les autres et à rejoindre le Night Raid. Akame révèle le nom de la blonde, Léon, puis ils retournent tous à leur base après avoir emmené Tatsumi de force. Le lendemain, Tatsumi s'assied près des tombes de ses deux amis et se demande comment il se retrouve maintenant tout seul au monde. C'est alors que Léon arrive et lui demande s'il a pris sa décision de les rejoindre ou non. Elle l'emmène ensuite rencontrer les autres membres, en commençant par une écervelée aux cheveux violets appelée Chill, et lui demande de lui dire quelques mots d'encouragement. Chill y réfléchit un peu et dit qu'étant donné qu'il connaît maintenant leur cachette, s'il ne les rejoint pas, ils devront le tuer. Oui, vraiment très encourageant, n'est-ce pas? Ensuite, il rencontre Min, qui s'approche de lui et lui dit que quelqu'un de moche comme lui ne peut pas travailler avec des professionnels comme eux. Après cela, ils se rendent au terrain d'entraînement où ils rencontrent Bulat, à l'allure super masculine, qui porte normalement son armure en mission. Léon révèle qu'il est gay, et Bulat ne le nie pas non plus. Ensuite, ils rencontrent le pervers voyeur, Lubok, puis ils se dirigent vers la rivière pour rencontrer Akame. Léon révèle que malgré son apparence mignonne, elle a été élevée dans la nature et est vraiment forte. Akame dit que la chef Najenda est de retour, et Tatsumi se présente à elle. Elle dit à Léon de rassembler tout le monde, et dit qu'elle veut un rapport détaillé sur le jeune homme. Après avoir obtenu le rapport sur lui, Najenda propose à Tatsumi de rejoindre leur rang, et s'il ne le souhaite pas, il sera employé à leur atelier, mais il ne sera pas tué pour autant. Cependant, avec ses compétences, il serait plus utile de les aider en tant qu'unité de renseignement et d'assassinat de l'armée révolutionnaire. Najenda révèle qu'ils veulent débarrasser la nation de ses dirigeants corrompus et mèneront l'armée révolutionnaire à la victoire pour sauver tout le monde, y compris son village. En entendant cela, Tatsumi dit que cela signifie qu'ils sont des assassins héroïques et qu'ils sont du côté du bien. Tout le monde se met à rire et lui dit qu'ils sont de simples meurtriers, peu importe comment ils tournent ça. Ils tuent non plus des gens et peuvent être condamnés à mort à tout moment sans que personne ne lève le petit doigt. Malgré cela, Tatsumi pense que c'est la bonne chose à faire et il accepte de rejoindre leur groupe. Après cela, la chef assigne Akame pour l'entraîner et il lève de la réunion. Au début, Tatsumi est seulement de corvée de cuisine et aide Akame à pêcher et à préparer les repas pour tout le monde pendant que les autres partent en mission de renseignement. Une nuit, ils se rassemblent tous à table et Léon révèle que leurs cibles, cette fois-ci, sont Ober, de la police impériale, et un marchand de pétrole nommé Gamal. Selon leur rapport, Gamal commet des crimes et corrompt Ober, et Ober attribue ses crimes à un innocent et les fait exécuter. Le Night Raid accepte cette mission et Tatsumi est chargé de tuer Ober, tandis qu'Akame et Léon s'occuperont de Gamal. Après cela, ils se rendent en ville et Léon raconte à Tatsumi le passé d'Akame. Elle révèle que lorsqu'elle était enfant, elle et sa sœur ont été achetées par l'Empire, puis elle a été forcée à l'entraînement d'assassin aux côtés de divers autres enfants et a réussi à en sortir la meilleure d'entre eux. Elle a ensuite été utilisée par l'Empire pour faire son sale boulot, mais pendant sa mission, elle a réalisé la nature corrompue de l'Empire et lors d'une mission pour tuer la chef, elle a réussi à la convaincre de changer de camp. Et Akame est du côté de l'armée révolutionnaire depuis. Tatsumi comprend qu'elle lui a raconté le passé d'Akame pour lui dire qu'il est trop complaisant avec le fait de tuer, et qu'il devrait être plus sur ses gardes. Sur ce, ils se séparent et partent pour leur cible. Akame et Léon s'occupent facilement du marchand de pétrole, tandis que Tatsumi approche l'ivrogne Ober dans les rues du soir. Il se dissimule sous une cape et dit à l'officier qu'il a quelque chose d'important à discuter avec lui et qu'il aimerait parler dans un endroit où il n'y a personne. Il se dirige alors vers une ruelle isolée, et là, Tatsumi s'incline et lui demande de l'enrôler dans l'armée impériale. Ober se retourne et dit qu'il devrait tenter sa chance ailleurs, mais il remarque alors la soif de sang de Tatsumi, qui est sur le point de le frapper alors qu'il a le dos tourné. Il se retourne rapidement, mais Tatsumi le tranche sans lui laisser le temps de réagir. Ober à terre, Tatsumi pense qu'il a réussi et s'apprête à s'éloigner, mais Ober se relève derrière lui et commence à l'attaquer sans relâche. Il réussit à repousser Tatsumi contre un mur et dit alors qu'il doit faire partie du Night Raid. Il dénigre le groupe et Tatsumi saute et riposte pour le faire taire. Cependant, Ober riposte simplement et le défie, tout en disant que ce doit être la veuve dont il a condamné le mari à mort, et qu'il ira la tuer juste après en avoir fini ici. En entendant cela, Tatsumi est follement en colère, et il fonce et tranche un des bras d'Ober. Après cela, il saute et le découpe de la même manière qu'il l'avait fait avec le dragon terrestre plus tôt. Sur ce, Tatsumi est de retour à la base et rapporte le succès de sa mission à la chef. Akame vérifie ses blessures et dit qu'elle est contente qu'il revienne sain et sauf. Cette mission accomplie, Najenda l'assigne à Min pour son prochain entraînement. Le lendemain, leur base est repérée par des assassins d'une autre nation et ils partent tous s'en occuper. Pendant cette mission, Bulat montre à Tatsumi sa relique impériale.
Incursio, qui est l'armure qu'il porte avec sa lance. Son armure lui confère beaucoup de force et d'agilité, tandis que sa lance peut trancher les ennemis comme du beurre. La relique d'Akame est son épée, Murasame, qui a la capacité de maudire les gens d'une seule coupure, les empoisonnant à mort en quelques secondes. La relique de Mine est son pistolet énergétique appelé Pumpkin. Shill manie une paire de ciseaux géants appelés Extas qui peuvent te bloquer les balles et tout couper. Lubok utilise une relique de gants et de fil appelée Crosstail, et Leon porte une relique de type ceinture qui lui permet de se transformer en une super femme chat et améliore tous ses sens et lui donne une force, une vitesse et une régénération surhumaine. Et enfin, notre Tatsumi manie sa vieille épée rouillée qu'il a apportée de son village. C'est juste de l'équipement de niveau tutoriel. Après s'être occupé des assassins, Tatsumi commence son entraînement avec Mine le lendemain. Cependant, son entraînement débute par quelques décharges d'énergie de sa relique et une virée shopping toute la journée, sous couvert d'enquête. Tatsumi a l'impression que c'est une perte de temps, mais Mine l'emmène ensuite sur les lieux d'exécution publique, où il voit des innocents pendus et torturés à mort à cause des politiques du Premier ministre corrompu. Le lendemain, ils reçoivent leur prochaine mission, qui est de tuer un parent éloigné du Premier ministre appelé Edukul. Ils partent tous accomplir cette mission en équipe, et Mine abat Edukul avec ses talents de tireuse d'élite en utilisant sa relique. Pendant ce temps, les autres membres du Night Raid s'occupent des gardes et des autres hommes de son groupe. Sur le chemin du retour, Mine raconte à Tatsumi son passé et partage qu'elle était née à la frontière ouest de l'Empire et qu'elle est une demi-étrangère. À cause de cela, elle a toujours été considérée comme une étrangère et a été victime de discrimination. Après que l'armée révolutionnaire se soit alliée aux Occidentaux, elle a rejoint le Night Raid et prévoit maintenant d'ouvrir la voie à leur victoire pour créer un pays sans préjugés. Et après tout cela, elle veut devenir riche et vivre une vie confortable grâce à sa contribution à la guerre. Après cela, il se dirige vers le point de rendez-vous pour retrouver les autres, mais c'est alors qu'il tombe dans une embuscade tendue par le chef des gardes. C'est un artiste martial spécialisé, et il leur saute dessus en repoussant Tatsumi d'un coup de pied et en fonçant droit sur Mine. Mine riposte et le tient à distance, mais il réussit quand même à s'approcher. Cependant, Tatsumi l'arrête, en l'étreignant, comme Goku l'a fait avec son frère, et dit à Mine de l'abattre, et de préférence pas à la Piccolo. Le voyant mettre tant de confiance en elle, Mine tire et accepte alors de l'intégrer comme membre du Night Raid. Quelques jours plus tard, Tatsumi commence son entraînement à l'escrime avec Bulat à la base. Il aide Akame en cuisine et passe le reste de la journée à s'entraîner pour améliorer ses compétences. Une nuit, la chef appelle tout le monde à la salle de réunion et leur parle de leur prochaine cible. Cette fois-ci, ils doivent traquer un tueur en série qui aime décapiter les gens pour le sport. Ils discutent entre eux et déduisent que ce doit être Zank, l'exécuteur qui est devenu fou et un meurtrier. La chef leur dit que Zank a volé une relique impériale avant de s'échapper et qu'ils devraient donc tous rester sur leur garde pour cette mission. Après cela, ils se rendent tous en ville et commencent à patrouiller la zone. Tatsumi fait équipe avec Akame et ils se promènent un peu. Pendant leur pause déjeuner, ils s'écartent pour se soulager et c'est alors qu'ils voient Sayo au bout de la rue. Il essaie de l'interpeller mais elle s'enfuit vers le Colisée, il décide de la poursuivre. Au Colisée, il s'approche d'elle et l'étreint en l'appelant par son nom, mais réalise alors qu'au lieu de sa belle amie, il s'accroche en fait à un drôle de type bien baraqué. Bulat doit être jaloux. Tatsumi recule et dégaine son épée. L'énergumène se révèle être Zank et commence à lire les pensées de Tatsumi à l'aide de sa relique impériale appelée Spected. Au début, il ne voit que Bulat en elle, mais passons sur ce détail et allons droit à l'action. Tatsumi commence le combat en chargeant l'épée à la main, mais Zank l'esquive avec aisance, car son acquis de l'observation est trop puissant. Tatsumi essaie de frapper à nouveau, mais Zank s'accroupit et riposte avec sa lame de main. Il essaie de submerger Zank d'une rafale de coups, mais Zank esquive tout, puis riposte de la même manière, tranchant les articulations et les muscles de Tatsumi, le rendant complètement inutile. Après cela, Tatsumi rassemble toutes ses forces et réussit à entailler le visage de Zank en échange d'avoir le dos lacéré. Il se retourne ensuite et tombe au sol, tandis que l'exécuteur s'avance pour porter le coup de grâce. Mais c'est alors qu'Akame intervient et l'arrête. Comme tout bon méchant d'anime, Zank enlève sa cape sans aucune raison valable et affronte Akame avec ses deux lames. Akame charge avec son épée et ils commencent tous les deux à croiser le fer avec une grande maîtrise. Akame note que Zank lui tient tête en lisant ses pensées, alors elle vide son esprit, et au lieu de devenir idiote comme Luffy, elle réussit à frapper. Mais Zank la bloque toujours et lui lacère le dos. Il révèle qu'il peut voir les moindres mouvements de ses muscles avec sa relique et peut réagir à temps. Il utilise ensuite son Jinjutsu pour qu'Akame le prenne pour sa sœur, Kurome. Il dit que maintenant elle doit voir la personne qu'elle aime le plus et qu'elle ne pourra pas se battre. Il court pour la frapper, mais à sa surprise, Akame riposte avec plus de force que jamais et dit que c'est parce qu'elle l'aimait qu'elle a riposté de toutes ses forces pour en finir rapidement. Réalisant qu'Akame est plus maniaque que lui-même, il perd la tête et déchaîne une rafale de coups sur elle comme un débutant. Akame les part tous et met fin à la bataille, d'un coup net à la gorge. Après avoir terminé leur mission, ils rentrent tous à la base et le lendemain, Tatsumi se réveille sous les soins de Shill. Il commençant son entraînement
en le faisant nager dans la rivière, tout en portant une armure lourde. Après quelques tours, il remonte et parle à Shield, et elle lui dit qu'il a fait du bon travail et qu'il est important pour tous les assassins du groupe de pouvoir porter leur propre poids. Après cela, Tatsumi lui demande quel était son rôle dans l'équipe, et elle dit qu'étant une tête en l'air, elle gâchait toujours tout ce qu'elle essayait de faire, et donc elle n'a plus le droit d'aider à la base. Il lui demande comment elle est devenue assassin, et Shield lui raconte son histoire, révélant qu'elle a un jour assassiné l'ex-petit ami violent de son ami en légitime défense. À ce moment-là, elle s'est sentie très calme, et n'a pas paniqué du tout, malgré sa maladresse habituelle. Quelques jours plus tard, ses amis lui ont tendu une embuscade dans la rue, et lui ont dit qu'ils avaient tué ses 2 parents, et que maintenant, c'était son tour de mourir. Mais encore une fois, elle s'est sentie très calme dans cette situation de vie ou de mort, et s'est simplement levée avec son couteau, et les a tous tués un par un. À ce moment-là, elle a réalisé que la vice qui lui manquait d'habitude lui avait conféré un talent exceptionnel pour tuer, et elle est donc devenue une assassin indépendante dans la capitale, jusqu'à ce que l'armée révolutionnaire la recrute. Tatsumi se demande s'il est vraiment fait pour être un assassin, mais Shield le rassure en lui disant qu'il s'en sortira très bien, car il est bien meilleur cuisinier qu'elle. C'est alors que Bulat sort également de la rivière avec ses muscles absolument brillants, et Tatsumi se demande s'il ira vraiment bien. Après cela, ils entrent dans la base, et la chef donne à Tatsumi la relique impériale qu'ils ont récupérée de Zank. Tatsumi met le bandeau Sharingan de Wish.com et essaie de lire les pensées d'Akame. Il devine qu'elle pense à manger de la viande pour le dîner, et Akame confirme, mais Léon lui fait remarquer qu'il n'a même pas encore activé l'arme, et qu'Akame est juste une obsédée de la viande. Sur ce, il s'assied et tente d'utiliser la relique, et cette fois, ça marche, mais elle rejette rapidement Tatsumi comme porteur. Le chef dit que la relique ne doit pas être compatible avec lui, et qu'ils l'enverront donc au quartier général pour l'étudier. Voyant tant de sortes de reliques, Tatsumi se demande s'il en existe une qui puisse ramener les morts à la vie pour ressusciter ses amis, mais tout le monde lui dit qu'une telle relique n'existe pas, sinon le premier empereur qui les a créées serait encore en vie. Cela rend Tatsumi vraiment triste, et il passe sa nuit à pleurer comme un bébé dans les bras de sa maman, près des tombes de ses amis. Le lendemain, il est assigné à Léon, et elle l'emmène dans les bidonvilles où elle a grandi. Là, ils sont poursuivis par des gens qui en veulent à Léon, à qui elle a prêté de l'argent. Pendant leur partie de chatte et de la souris, Tatsumi est séparé de Léon et se perd. C'est alors qu'une jeune officière de police impériale nommée Seryu vient à lui et lui demande s'il est perdu. Tatsumi lui dit qu'il ne connaît pas très bien la zone et remarque la relique impériale vivante aux côtés de la jeune fille. Il garde son sang-froid et la laisse le guider hors de l'endroit, puis ils se séparent. Tatsumi retourne faire son rapport à tout le monde, tandis que la jeune fille se jure de trouver la personne qui a tué son mentor, Ser Ogre, et de venger sa mort. Pendant ce temps, le Premier ministre décide d'envoyer la générale de haut rang Esdit, car elle a écrasé l'armée révolutionnaire après sa brillante expédition dans le nord, où elle a enseveli plus de 400 000 hommes des forces ennemies sous la glace grâce à sa relique. De retour dans les bidonvilles, Tatsumi et Léon poursuivent leur mission de nuit. Leur cible cette fois-ci est une mafia de la drogue qui kidnappe de jeunes filles des bidonvilles en les droguant, puis les vend comme esclaves. Léon active sa relique et se transforme en sa forme féline, puis prend Tatsumi et saute à l'intérieur du bâtiment. Ils confirment leur cible depuis le toit, puis sautent à l'intérieur et commencent à jouer à Fruit Ninja avec les hommes de la mafia, accomplissant leur mission avec un score parfait. Pendant ce temps, Min et Shield s'occupent du chef des trafiquants de drogue et commencent à courir vers la base, mais sur leur chemin, elles sont prises en embuscade par Seryu. Mine commence la bataille en lui tirant dessus avec Pumpkin, mais la relique vivante de Seryu, Koro, bondit en avant et arrête l'attaque. Seryu commence à leur tirer dessus à toutes les deux, puis ordonne à Koro d'attaquer Shield. Mais elle coupe la tête de la bête avec ses ciseaux. Elle avance, mais réalise alors que Koro est toujours en vie et sur le point de l'attaquer, mais Mine la sauve en repoussant le toutou avec son tir d'énergie. Elle dit à Shield que les reliques vivantes ont un noyau, et à moins de les détruire, elles ne peuvent pas être arrêtées. C'est alors que Seryu dit à Koro Shield se tient en avant de devenir un vrai mastodonte et l'utilise comme bouclier en développant les bras puissants de Koro. Seryu Lui profite de cette lui occasion ordonne de et les siffle attaquer. pour appeler des renforts, et les choses commencent à mal tourner pour les Fit Die de Night Raid. Se sentant en danger, Min repousse Koro avec un puissant tir de Pumpkin, et Shield en profite pour attaquer Seryu et la repousse dans la forêt. En essayant de bloquer ses attaques, Seryu fait un faux pas, et tombe en arrière, et Shield lui coupe les 2 mains avec ses ciseaux. Mais Seryu révèle 2 pistolets intégrés dans ses coudes, et tente de lui tirer dessus par surprise. Mais Shield bloque simplement les balles avec sa relique, puis lui coupe aussi les bras. Pensant qu'elle ne peut pas gagner autrement, Seryu révèle son atout, et libère le chien enragé de Koro, le faisant se transformer en ce molosse fou dont on vous avait dit de ne pas vous inquiéter. Koro attrape Min et commence à l'écraser, et Shield quitte Seryu pour la sauver. Elle parvient à couper le bras de Koro, sauvant Min, mais Seryu en profite pour abattre Shield avec un pistolet intégré dans sa bouche. Et juste comme ça, Koro la mord en 2 et nous perdons la première meilleure fille de Night Raid. Bientôt, les renforts arrivent aussi et encerclent Mine, mais Shield utilise son dernier souffle pour les aveugler tous,
utilisant la capacité spéciale de sa relique pour l'aider à s'échapper. De retour à la base, Min rapporte la mort de Shield, et tout le monde est attristé par la nouvelle. Tatsumi perd la tête et décide d'aller la venger, mais Bulat le frappe et lui dit de se calmer pour le moment, le temps qu'ils élaborent un plan. Min est résolu à tuer Seryu de ses propres mains, et ils concluent tous la journée avec une mission réussie, mais malheureusement à un coût élevé. Pendant ce temps, S10 retourne à la capitale et fait son rapport au Premier ministre sur sa victoire. Elle dit qu'elle va maintenant prendre en charge la mission d'éradiquer Night Raid elle-même, et le roi lui demande ce qu'elle aimerait comme récompense pour ses exploits. Étonnamment, elle répond qu'elle aimerait tomber amoureuse, puis dit qu'elle a un type très spécifique, et qu'elle va noter ses préférences. Après cela, elle envoie 3 membres de son unité tuer de bons fonctionnaires de la ville qui s'opposent au Premier ministre, puis laisse des tracts avec le symbole de Night Raid, dans l'espoir de les faire accuser de ces crimes. Le lendemain, Tatsumi est abattu par la mort de Shield et se demande comment Akame peut être si calme. Mais la nuit, il la rencontre, et elle fond en larmes elle aussi, révélant à quel point elle a le cœur brisé par la mort de son ami, mais qu'elle doit maîtriser ses sentiments pour qu'ils n'affectent pas sa mission. Le lendemain, le chef appelle tout le monde et leur parle des meurtres des bons fonctionnaires et de leur prochaine mission. Elle envoie Léon en reconnaissance dans la capitale pour voir ce qu'Esdith prépare, puis dit que Tatsumi et Bulat, Akame et Lubok formeront 2 équipes et garderont l'un des 2 bons fonctionnaires qui sont probablement la prochaine cible de l'ennemi. Et leur mission sera d'éliminer l'ennemi qui les fait accuser de ces meurtres. Le lendemain matin, Tatsumi et Bulat montent à bord du gigantesque bateau de croisière pour accompagner le fonctionnaire qu'ils doivent garder, tandis qu'Akame et Lubok restent dans la capitale pour surveiller leurs propres fonctionnaires. Akame souhaite que les garçons reviennent sains et saufs de leur mission, car elle ne veut plus perdre d'amis. Pendant ce temps, Léon retrouve S10 et réalise qu'elle est un personnage secondaire et qu'elle mourra très certainement si elle l'attaque maintenant. Alors elle fait la chose intelligente et s'enfuit la queue entre les jambes. De retour sur le bateau de croisière, Tatsumi marche sur le pont, observant le fonctionnaire qu'il est censé garder, et se demande comment quelqu'un va pouvoir les assassiner avec toutes ces personnes autour. Il se demande s'il devrait se détendre un peu, mais Bulat le frappe depuis son invisibilité et lui dit de se concentrer sur sa mission et d'être un bon garde du corps. Tatsumi note à quel point la fonction d'invisibilité de l'armure de Bulat est utile. En entendant cela, Bulat dit qu'il la porte depuis ses jours dans l'armée impériale, quand il se battait de toutes ses forces, mais qu'au final cela n'avait pas d'importance, Bulat car fait de son général avait été mais le général est emmené à la capitale et emmené à la jamais royale. Après cela, parce qu'ils ont également fait passer Bulat pour le Premier ministre, et il s'est enfui avec un Curcio et a rejoint l'armée révolutionnaire pour lutter contre le gouvernement corrompu. Une fois son histoire terminée, un Curcio dit qu'il s'ennuie aussi, et son invisibilité commence à s'estomper. Bulat dit qu'il va devoir retirer l'armure un instant, et il laisse donc le pont à Tatsumi et va à l'intérieur pour se recharger. Pendant le déjeuner, tout le monde entend soudain une flûte jouer, ce qui endort tout le monde. Tatsumi pense que quelque chose ne va pas, et il sort sur le pont pour voir s'ils sont attaqués. Et à juste titre, Daidara, l'un des 3 hommes d'Esdith, sort de l'obscurité. Il lance une épée large vers Tatsumi et lui dit de l'affronter au combat. Il dit qu'il veut acquérir de l'expérience pour devenir le plus fort, puis sort également ses haches de combat. Tatsumi commence le combat comme un idiot, comme toujours, et tente une large attaque sautée avec son épée, mais Daidara le fait reculer d'un coup puissant de ses haches. Après cela, il lance l'une des haches vers Tatsumi comme un Draven. Tatsumi essaie de l'esquiver, mais est touché par elle sur son chemin de retour. Daidara révèle le nom de sa relique impériale, Belvac, puis lance à nouveau l'une des haches. Tatsumi se croit malin et pense pouvoir lui faire un Kenzan à la Goku contre Freezer, mais Bulat le frappe en plein milieu de son assaut suicidaire et lui dit que c'était une nouvelle bêtise. Daidara demande qui il est et pourquoi il n'est pas affecté par la musique de la flûte, et Bulat répond que c'est grâce à sa masculinité de niveau Andrew Tate. Il remarque la blessure à sa jambe et réalise qu'il bluffe sur sa virilité et qu'il s'est juste poignardé la jambe pour sortir du genjutsu. Bulat dit à Tatsumi de regarder attentivement son combat et se retourne pour lui faire face. Il crie « Incursio » et enfile son armure comme Sailor Moon, mais à ce moment-là, les 3 hommes d'S10 lui sautent dessus en même temps. Tatsumi pense qu'il est perdu, mais Bulat repousse instantanément les intrus et fend Daidara en 2 avec sa lance, comme un coup de grâce tout droit sorti de Mortal Kombat. Tatsumi réalise que Bulat est en fait super fort, et Bulat lui dit de prendre des notes et de faire attention à son environnement. C'est alors que l'un des hommes se lève et commence à marcher vers Bulat en l'appelant par son nom, et se révèle être le général L'Hiver, l'homme que Bulat servait à l'époque de l'armée, et celui qui a été injustement emmené à la cour royale. Après leur retrouvaille pas si émouvante, ils commencent tous deux à se battre, et L'Hiver révèle sa relique impériale, qui a la capacité de contrôler les fluides. Ils commencent le combat en créant plusieurs serpents d'eau et attaquent Bulat, mais celui-ci les affronte de front et les tranche avec facilité. Pendant ce temps, Tatsumi s'occupe de Nao, un souffleur de vent, et l'engage au combat.
Liver commence à devenir sérieux et attaque Bulat avec plusieurs jets d'eau alors qu'il est en plein air, mais Bulat sort victorieux quand même et charge avec sa lance vers Liver. Nao interfère en l'attaquant, mais Bulat le repousse simplement d'un coup de pied, le remettant à sa place. Il affronte ensuite Liver une fois de plus, et à ce moment-là, Incurcio s'estompe, et Bulat remarque que Liver ne peut plus utiliser sa relique non plus à cause d'une surutilisation. Les choses étant équilibrées, ils commencent tous deux à se battre à l'épée, et Bulat parvient à abattre Liver, mais pas avant qu'il n'injecte une partie de son sang, empoisonné dans Bulat. Maintenant que deux des hommes sont à terre, seul Nao reste, mais Bulat est en mauvaise condition, et Tatsumi a déjà perdu contre lui une fois. Nao utilise la capacité cachée de sa relique et ses pouvoirs pour se transformer en un colosse musclé. Pour lui donner une chance, Bulat donne à Tatsumi la clé d'Incurcio et lui dit de la prendre. Après avoir pris la clé, Tatsumi la remplit de son esprit et Incurcio prend cher et s'adapte aux mesures de Tatsumi. Après avoir terminé sa transformation à la Sailor Moon, Tatsumi et le colosse s'affrontent et Tatsumi le met KO d'un seul coup grâce à sa nouvelle puissance. Une fois de plus, ils accomplissent leur mission avec succès et récupèrent 3 nouvelles reliques des ennemis, mais au prix de la vie de Bulat. Quelques jours plus tard, le chef part au quartier général pour livrer les reliques qu'ils ont obtenues lors de leur récente mission, et pour demander des renforts, car ils ont déjà perdu 2 membres puissants de leur groupe. Elle laisse Akame aux commandes, et la laisse entraîner les autres en son absence. Min se remet également de ses blessures, et commence son entraînement aux côtés de tous les autres. D'autre part, Esdith forme une unité de 6 porteurs de reliques, appelés les Jaegers. Je suis sûr qu'elle a adoré l'attaque des titans autant que tout le monde. Dans son nouveau groupe, il y a un jeune homme de la campagne nommé Wave, qui a servi dans la marine impériale et ressemble à Tatsumi, version 2.0. Il y a Kurome, la sœur cadette d'Akame, la folle Seryu, un type, un docteur appelé Stylish, le gars pas du tout flippant, Bols, et le type qui se croit cool, Ron. Après leur présentation, ils s'assoient avec Esdith, et elle dit qu'elle cherche à tomber amoureuse de quelqu'un, et qu'il cherche aussi quelqu'un de compatible avec la relique ciseau qu'ils ont obtenue de Shield. Pour trouver un guerrier approprié, ils décident d'organiser un tournoi d'arts martiaux dans la ville. De retour dans la capitale, Tatsumi se rend à la boutique de Lubok, où ils ont une base secrète au sous-sol. Tatsumi lui demande, ainsi qu'à Léon, des informations sur Esdith, et pourquoi tout le monde la craint, et il lui parle alors de sa façon brutale de combattre et de sa nature folle au combat. Après cela, Lubok lui dit d'entrer dans le tournoi pour la voir de plus près s'il le souhaite, et il pourra aussi envoyer l'argent à son village s'il gagne. Tatsumi décide d'y aller et inscrit son nom à l'événement. Le jour de l'événement, il balaye littéralement ses adversaires et parvient à sourire largement quand tout le monde l'acclame. Nous découvrons qu'Esdith cherche un jeune homme fort qu'elle peut manipuler et qui a aussi un sourire innocent. D'une manière ou d'une autre, Tatsumi correspond à tous ces critères et elle tombe amoureuse de lui au premier regard. Elle saute de sa loge et s'approche de lui, lui disant qu'elle le récompensera personnellement pour avoir gagné son combat. Puis elle lui passe un collier autour du cou et s'en va, et notre garçon se fait kidnapper par elle, juste comme ça. De retour à la base, tout le monde décide d'élaborer un plan pour secourir Tatsumi et déplacer leur base plus loin dans les montagnes. La nuit suivante, Esdith emmène Tatsumi à l'une de leurs missions où elle lui dit de regarder les Jaegers vaincre les forces ennemies. Elle dit qu'il sera une unité de soutien des Jaegers et qu'elle l'entraînera personnellement. Tatsumi se demande s'il peut utiliser cette chance pour rallier Esdith à leur cause, mais il a peur de sa force en même temps. Plus tard cette nuit-là, dans leur chambre, il essaie de la convaincre, mais Esdith dit qu'elle croit en la survie du plus apte et ne peut pas se ranger du côté de l'armée révolutionnaire. Tatsumi devient fou en entendant cela, et refuse de lui rendre ses sentiments. Après cela, elle l'attache et demande à tous les membres de son unité si quelqu'un avait de l'expérience en amour. Étonnamment, Bols a une femme depuis 6 ans maintenant, et il lui dit que la persévérance est la clé, et que même lui a été rejeté les 2 premières fois. Esdith prend des notes et décide de le conquérir. Le lendemain, Tatsumi fait les présentations avec les autres membres du groupe et découvre leurs antécédents, y compris le fait que Kurome est la sœur d'Akame. Après cela, il est assigné à une mission de chasse et est jumelé avec sa version 2.0, Wave. En chemin, ils discutent et Tatsumi réalise que Wave est en fait un bon gars et pense qu'il se bat pour la justice en étant dans l'armée impériale. Ils combattent tous deux des bêtes féroces pendant un moment et Tatsumi en profite pour s'échapper avec l'aide de l'invisibilité et de la vitesse d'Incurcio. Après avoir affronté toutes les bêtes dangereuses, Wave réalise que Tatsumi s'est échappé et il pense à faire pipi dans son pantalon en imaginant le visage en colère d'Esdith. Il décide alors d'utiliser sa relique, Grand Chariot, qui, surprise, est en fait Incurcio, version 2.0. Il fonce alors à toute vitesse et finit par rattraper Tatsumi alors qu'il porte Incurcio. Il pense que c'est en fait Bulat ou quelqu'un d'autre de Night Raid et commence à le combattre de front. Tatsumi décide de s'enfuir quand même, mais Wave se révèle bien plus fort et plus rapide à tous égards, et il traverse même l'armure d'Incurcio d'un coup de pied. Il projette Tatsumi dans la rivière, et Tatsumi en profite pour s'échapper, en utilisant l'invisibilité d'Incurcio qu'il ne peut maintenir que quelques secondes.
Wave pense qu'il s'est échappé et décide de courir en avant pour le chercher. Pendant ce temps, Tatsumi est attaqué par une bête dangereuse alors qu'il est à terre, mais Akame le sauve et ils retournent tous à leur base avec Lubok. De retour à la base, Tatsumi leur parle des reliques et des capacités des Jaegers et de tout ce qu'il a découvert pendant son séjour là-bas. Il dit qu'ils sont tous aussi forts qu'eux, mais qu'Esdith est une toute autre histoire. En entendant cela, Akame dit que même si elle est forte, Esdith a une faiblesse, et c'est qu'elle est vivante, et tant qu'elle aura un cœur qui bat, sa relique pourra la vaincre d'une seule égratignure. D'autre part, dans la capitale, Esdith punit Wave pour avoir laissé Tatsumi et le porteur d'un Curcio s'échapper et lui dit que l'échec n'est pas une option pour lui la deuxième fois. Seryu échoue également à les retrouver, mais le docteur Stylish découvre la base de Night Raid grâce à ses expériences de chimère. Mais au lieu de faire son rapport à Esdith, il décide de les éliminer tout seul avec son armée de prisonniers mutés. Il s'en lance l'attaque avec l'un des hommes chimères, prenant Léon par surprise et la tuant, soi-disant. À ce moment-là, Lubok découvre qu'ils sont attaqués grâce à sa relique et informe tout le monde. Il est attaqué par un groupe de chimères flexibles difficiles à couper avec sa relique de fil, mais il parvient à en abattre une en créant une lance avec son fil et en transperçant l'ennemi avec. Après cela, il est poursuivi par un groupe d'ennemis similaires, mais Akame vient à son secours et les met tous en pièces en un instant. C'est alors qu'elle est attaquée par une chimère mécanoïde dont le corps est fait de fer et donc résistant au poison de Murasame. Elle continue de se battre avec lui pendant que Lubok s'occupe de 2 golems de fer. Pendant ce temps, Tatsumi saute du bâtiment équipé d'un Curcio et commence à assommer un tas de PNJ anonymes avec ses coups pour crâne point. Il est ensuite défié par un homme italien qui possède les ciseaux de Shield. En voyant Extase, Tatsumi devient furieux et il charge pour tuer le gars, mais celui-ci riposte avec les ciseaux et brise sa garde de bras. Tatsumi essaie de le frapper à nouveau, mais il le repousse et commence à avancer pour lui porter le coup de grâce. Mais à ce moment-là, Min arrive sur les lieux avec sa pumpkin et incite le gars à l'attaquer. Elle charge son arme, laissant l'homme s'approcher, augmentant sa puissance, puis le projette d'un seul coup au pays de Narnia et récupère Extase. Le Dr Stylish se sent mal d'avoir perdu la relique impériale, mais à ce moment-là, ils remarquent tous une raie manta géante, une bête dangereuse qui les survole, transportant Agenda et 2 nouveaux membres de Night Raid. Pendant ce temps, Akame et Lubok achèvent leurs adversaires et rejoignent le reste du groupe à l'extérieur. L'homme chimère qui a attaqué Léon essaie de surprendre Min depuis les buissons, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Léon le projette d'un seul coup pour qu'il rejoigne lui aussi l'homme italien musclé à Narnia. Elle révèle qu'elle a juste soigné les dégâts avec sa relique et qu'elle allait donc très bien. Après cela, ils se rassemblent tous et sont encerclés par toutes les chimères restantes. Ils décident de les achever rapidement, mais soudain, ils tombent tous, sauf Tatsumi, qui porte un Curcio. Le Dr Stylish révèle qu'ils ont libéré un poison paralysant sur le terrain et que cela faisait effet maintenant. Tatsumi pense à protéger tout le monde seul, mais à ce moment-là, le chef envoie l'une des nouvelles recrues pour montrer sa force. Le gaz aux cheveux bleus, Susanoo, manie sa massive arme à lame et commence à tuer tous les ennemis de la zone avec facilité. Le Dr Stylish décide de faire exploser les hommes morts dans l'espoir d'abattre Susanoo également, mais celui-ci guérit simplement toutes ses blessures, révélant qu'il est lui-même une relique impériale humanoïde. Voyant tous ces hommes vaincus, le Dr Stylish décide de prendre la poudre d'escampette, mais Susanoo le rattrape vite et l'arrête. Le docteur décide alors de les affronter et s'injecte un sérum spécial qui le transforme en un titan géant. Face à la bête colossale, le chevalier Ray décide de jouer à l'attaque des titans, et tous se lancent dans le combat. Susanoo bloque ses mouvements pendant que Tatsumi s'accroche à lui pour atteindre la tête du titan, là où se trouve le vrai corps du docteur. Min terrasse le titan d'un tir d'énergie, et Akame achève la bataille en le découpant et en tuant le docteur avec son poison. Après s'être occupé des ennemis, ils retrouvent tous la patronne qui leur présente les nouvelles recrues. Ils se déplacent tous vers un endroit bien plus reculé dans les montagnes, où ils seront difficiles à localiser, et les présentations commencent. La première, c'est Chelsea, une assassine très douée qui a presque autant de victimes qu'Akame. Elle est mignonne, joyeuse, réussit à apprivoiser un chien avec des friandises, et s'est même mise à dos Min en se moquant d'elle. D'un autre côté, Susanoo est un beau gosse baraqué, dont la capacité spéciale est d'être une maman au foyer. Il sait cuisiner, nettoyer, faire la lessive, gérer les finances, et même, il pourrait vous construire une maison, c'est dire. Tout le monde commence à bien s'entendre, à part Lubok, qui voit en Susanoo une compétition virile, bien qu'il soit une relique, et Min, qui est juste agacé par Chelsea. De retour dans la capitale, Saria pleure la mort du docteur, qu'elle considérait comme son mentor après Ogre. Esdith vient la réconforter et la pousse à lui dévouer sa vie. Wave marche aux côtés de Kurom et décide d'être un homme, de conquérir Seryu, comme sa maman le lui avait conseillé quand il était petit. Il se rend compte qu'il est trop tard quand il voit Esdith et Seryu s'enlacer. De retour à la nouvelle base de Night Raid, la patronne annonce à tous que leur dernière bataille pour la Révolution approche et qu'ils passeront donc le mois suivant à s'entraîner et à améliorer leurs compétences. Après un montage d'entraînement dans les montagnes, ils se sentent tous plus forts, et Tatsumi devient capable d'utiliser la lance d'un Curcio également.
On découvre aussi que Susanoo était en sommeil après la mort de son dernier maître, mais il a décidé de suivre la patronne, car elle ressemble à son ancienne maîtresse. Et la relique impériale de Chelsea est une trousse de maquillage qui lui permet de changer complètement de forme et de taille, et de se transformer en n'importe quel être vivant. Après un mois d'entraînement, Chelsea les regarde tous et dit qu'ils sont de bons combattants, mais que tout comme les membres décédés, ils ne sont pas encore assez bons et doivent s'endurcir. Cela met Lubok, Tatsumi et Mine en colère, car ils pensent qu'elle insulte Bulat et Shield, et ils décident de lui faire une blague pendant la nuit. Tout d'abord, Lubok et Tatsumi élaborent un plan pour lui mettre un seau d'eau sur la tête, pendant qu'elle prend son bain de nuit, afin de la gêner. Mais en réalité, Lubok veut juste voir jusqu'où il peut pousser sa chance en tant que voyeur, et envoie Tatsumi en avant, avec son pouvoir d'invisibilité. Tatsumi décide de s'approcher furtivement d'elle, et commence à avancer discrètement avec le seau, mais soudain Susanoo sort de l'eau à la place de Chelsea, et il lui dit qu'il peut sentir sa présence, même s'il ne le voit pas. Cela fait réaliser à Tatsumi sa faiblesse, et il avoue tout et s'excuse auprès de Susanoo. Soudain, Susanoo redevient Chelsea, et elle révèle qu'elle avait remarqué sa présence, se rapprocher, alors elle a décidé de lui rendre l'appareil avec sa relique. Elle lui raconte ensuite que sa dernière équipe est morte en mission, et qu'elle a été la seule survivante, et c'est pourquoi elle lui a dit de s'endurcir, car elle ne veut plus perdre personne. En entendant cela, Tatsumi réalise son erreur, s'excuse auprès d'elle et s'en va, mais pas avant qu'elle ne le prévienne de ne jamais l'espionner, sinon elle lui coupera le sifflet. Quelques jours plus tard, un nouveau problème commence à surgir dans la capitale. Une bande de bêtes féroces humanoïdes commence à apparaître dans la forêt et les mines, et elles attaquent et dévorent quiconque croise leur chemin. Mais les choses commencent à s'aggraver particulièrement quand elles se mettent à pénétrer dans les maisons et à manger les gens vivants. À ce stade, leur nombre ne cesse de se multiplier, et cela devient un véritable chaos pour la capitale. Le Premier ministre envoie Esdith et son escouade capturer certaines de ces bêtes pour son bon plaisir, tandis que le reste de l'armée impériale reçoit l'ordre de les abattre. Ils accomplissent leur mission avec facilité, grâce à l'aide de la générale de glace, et elle ordonne à Run d'enquêter sur les origines de ces nouvelles bêtes féroces et de voir si elles ont un lien avec la disparition du Dr Stylish et ses expériences humaines. Pendant ce temps, le reste des Jaegers attend leurs nouveaux ordres et discute. Wave est en colère que les gens jugent Bols à cause de son apparence et qu'il soit en fait un gars vraiment gentil. Mais Bols révèle qu'il n'est pas du tout un homme bon, car il a brûlé vif des villages et des gens sur ordre, même quand ils imploraient pitié et clamaient leur innocence jusqu'à leur dernier souffle. Juste à ce moment-là, sa magnifique femme et sa fille arrivent avec son déjeuner, et Wave réalise qu'il est vraiment un loser, comparé à Bols en matière de romance. Après son enquête, Run rapporte qu'il s'agissait bien d'êtres humains, transformés en bêtes féroces, et que cela doit être l'œuvre d'une relique impériale, sinon ce pourrait être des spécimens échappés du docteur, du laboratoire de Stylish. Esdith lui dit d'approfondir l'enquête pour voir s'ils se sont échappés, ou s'ils ont été libérés intentionnellement, et s'il y a un cerveau derrière cette attaque. De retour dans la forêt, Tatsumi continue son entraînement aux côtés de Susanoo quand Takame arrive pour lui annoncer leurs nouveaux ordres. Ils retournent tous à la base, et la patronne leur parle des bêtes féroces humanoïdes qui attaquent les gens et sont apparues dans la forêt sortie de nulle part. Cette fois-ci, leur objectif était le même que celui de la capitale impériale, tuer les monstres qui nuisent aux gens. Ils opéreront la nuit pour éviter toute rencontre avec l'armée impériale et se feront discrets jusqu'à la bataille finale pour la Révolution. Au début, Chelsea est sceptique à l'idée de jouer les héros et de sauver des gens, mais Tatsumi l'a convainc du contraire avec un bon vieux Tok no Jutsu et a l'air vraiment cool. Ce qui aurait été vrai si sa braguette n'avait pas été ouverte et si Susanoo ne le lui avait pas dit avant toute la réunion. Pendant la nuit, Tatsumi fait équipe avec Lubok et patrouille les montagnes à la recherche des bêtes féroces, mais il n'en trouve aucune. En chemin, il demande à Lubok pourquoi il appelle la patronne par son nom plutôt que patronne, et il révèle qu'ils se connaissent deux fois depuis avant la formation de l'armée révolutionnaire. Il lui raconte que, quand il était jeune, il appartenait à une riche famille de marchands, et il s'ennuyait du monde, car il avait tout très tôt. Tout semblait ennuyeux jusqu'à ce qu'une agente fût affectée à sa ville, et il tomba amoureux d'elle au premier regard. Après cela, il rejoignit l'armée impériale et gravit les échelons pour être avec elle, et quand ils rejoignirent l'armée révolutionnaire, il le fit par amour et falsifia ses dossiers pour faire croire qu'il était mort au combat. En entendant son histoire, Tatsumi dit à Lubok d'arrêter d'être un pervers et de mater d'autres femmes, puis il se dirige vers le sommet de la montagne pour une dernière reconnaissance de la zone. Au sommet, il jette un coup d'œil autour de lui et ne trouve aucune bête féroce, alors il déséquipe un Curcio et décide de redescendre. Mais soudain, Esdith tombe du ciel comme un ange sanguinaire, prête à anéantir le Night Raid. On découvre qu'elle était en patrouille nocturne aléatoire et a vu quelqu'un sur la montagne, pensant que c'était l'ennemi. Mais dès qu'elle descend et réalise que c'est Tatsumi, son expression change du tout au tout. Juste à ce moment-là, ils sont pris en embuscade par une douzaine de bêtes féroces, et Tatsumi pense que c'est sa chance de s'échapper, mais Esdith les tue tous instantanément et lui fait de nouveau face. Elle s'avance alors et l'enlace par derrière, lui disant qu'elle était en patrouille et qu'elle était si heureuse d'être tombée sur lui. Elle lui demande ensuite ce qu'il faisait là, et Tatsumi répond qu'il combattait les bêtes féroces et qu'il s'entraînait. Esdith lui demande s'il a rejoint l'armée révolutionnaire, et il répond que pas encore,
mais qu'il n'a pas l'intention de changer d'avis. Elle le félicite de s'entraîner et de devenir si fort, puis se retourne pour interpeller la personne cachée derrière les rochers. Soudain, un homme encapuchonné aux cheveux argentés apparaît et il utilise sa relique, Shamala, pour les téléporter tous les deux sur une île isolée. Sur l'île, Tatsumi se demande si c'est une illusion et demande à Esdith de le pincer. Elle l'embrasse plutôt et dit que c'est la réalité, car elle sent tout, parfaitement. Elle dit que ce doit être la capacité de manipuler l'espace, et que ce type doit être un puissant utilisateur de reliques, et elle se demande qui il pourrait bien être. Après cela, elle utilise ses pouvoirs de glace pour créer un pilier massif, et ils essaient tous les deux d'observer les environs. Ils réalisent qu'ils sont au milieu de la mer, avec de l'eau à perte de vue. Juste à ce moment-là, un titan mutant géant sort de la forêt et commence à les attaquer. Tatsumi remarque qu'il ressemble à la forme finale du Dr Stylish, et qu'il a fallu toute leur escouade pour le vaincre. Il se demande comment ils vont réussir à le vaincre, mais Esdith déploie simplement ses pouvoirs démoniaques et crible le titan massif de trous avec ses lances de glace. Le titan bouge cependant toujours, mais Tatsumi se précipite et le tue en attaquant son corps principal. Juste à ce moment-là, un autre titan apparaît et tente de les attaquer par derrière, mais Esdith l'écrase sous une boule de glace massive qu'elle invoque de nulle part. En la regardant, Tatsumi réalise à quel point elle est forte et se demande comment Akame va bien pouvoir la vaincre. Après cela, ils se reposent diolo tous les deux et reprennent leur souffle, et Tatsumi lui demande ce qu'ils vont faire maintenant. Elle répond qu'ils vont errer sur l'île et étudier les environs pour découvrir où ils se trouvent, puis trouver un moyen de rentrer. Ils passent le reste de la journée à faire exactement cela, et Esdith en profite comme d'un rendez-vous amoureux avec Tatsumi. Cette nuit-là, elle tente de séduire Tatsumi une fois de plus, mais il rejette ses avances, à moins qu'elle ne change d'avis sur l'aide au Premier ministre. Après cela, Esdith le ramène à leur point d'apparition sur l'île et dit qu'il est probable que l'utilisateur de reliques ne puisse les envoyer qu'à des endroits qu'il a marqués avec sa capacité et qu'il ouvrira donc très probablement ce portail à nouveau à l'avenir, et qu'ils peuvent attendre que cela se produise pour rentrer. En plus de cela, elle peut aussi apprivoiser une bête féroce, et ils peuvent la chevaucher pour retourner à la capitale. Après cela, elle pousse Tatsumi lui raconte qu'il vient d'un village lui dit et qu'un soldat à la retraite encore lui a appris à manier l'épée ainsi qu'à forger des armes, et lui demande d'acquérir beaucoup de compétences il a appris le maniement dans la capitale. Il lui demande ensuite son passé et elle révèle qu'elle était la fille du chef d'une tribu du Nord. Elle a grandi dans un environnement rude où c'était toujours la loi du plus fort, et c'est ainsi que son père l'a élevée. Un jour, les Nordiques ont attaqué leur tribu et ont aussi tué son père, mais pour elle, ce n'était qu'une preuve que leurs ennemis étaient plus forts, et qu'elle devait donc devenir plus forte aussi si elle voulait vivre dans ce monde. Après l'extermination de sa tribu, elle a vécu en chassant seule les bêtes féroces jusqu'à ce que leur nombre commence à diminuer. Elle a alors déménagé dans la capitale et a rejoint l'armée. Pour elle, cela n'a fait que passer de tuer des bêtes à tuer des humains, et cela n'avait aucune importance. Après cela, il l'interroge sur sa relique, et elle dit qu'elle manie le sang d'une bête féroce qui lui permet un contrôle total sur l'élément glace, et cela amplifie aussi ses pulsions de tuer les autres et de devenir plus forte. En entendant son histoire, Tatsumi réalise que quoi qu'il fasse, il ne pourra pas la faire changer d'avis, et il se sent triste et effrayé à l'idée de l'affronter comme ennemi à l'avenir. De retour dans la capitale, on découvre que l'homme aux cheveux argentés était le fils du Premier ministre, nommé Sura. Il libère sa relique et rouvre le portail, et Tatsumi s'engouffre le premier pour échapper à Esdith. Une fois de retour, il équipe Incursio, devient invisible et se cache derrière un rocher, comme une poule mouillée, jusqu'à ce qu'Esdith parte, pensant que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce sera en tant qu'ennemi. Après son départ, Tatsumi retourne à la base et rapporte tout ce qu'il a découvert à la patronne et au reste de ses amis. On apprend aussi que la patronne a la vingtaine bien tassée, au cas où vous vous poseriez la question. Ils ont pris leur repas, et elle dit que l'armée révolutionnaire va faire son premier pas vers le renversement du gouvernement corrompu, et qu'ils discuteront de leur stratégie après le repas. Elle commence à expliquer qu'il existe un groupe religieux, appelé la Voix de la Paix, qui a récemment gagné beaucoup d'adeptes, et a pris pas mal d'ampleur à l'Est. Ce groupe prendra bientôt les armes contre le gouvernement corrompu, et mènera le peuple à combattre les forces de l'Empire. Tatsumi demande s'il ne devrait pas les arrêter, car cela entraînera sûrement beaucoup de morts, mais la patronne lui dit que les gens de la nation en ont assez, et qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour ouvrir la voie à un avenir meilleur. Elle dit ensuite que par le passé, de telles forces ont aussi tenté de combattre l'Empire, comme les Nordiques, mais l'Empire a toujours réussi à les vaincre. C'est pourquoi cette fois, ils vont faire équipe avec eux et frapper l'Empire de toutes parts. Au même moment, lorsque l'insurrection religieuse commencera, l'armée révolutionnaire lancera une attaque de grande envergure depuis le sud, tandis que leurs alliés à l'ouest envahiront également l'Empire, ce qui entraînera une attaque à 3 fronts. Elle dit que l'Empire a stationné la plupart de ses forces dans le sud pour combattre l'armée révolutionnaire, mais qu'en raison de la corruption et des sentiments d'injustice, la plupart des officiers ont décidé d'aider à renverser le gouvernement et laisseront l'armée révolutionnaire passer avec une reddition sans effusion de sang. Dans tout ce chaos, l'Empire enverra très probablement le commandant en chef, Budo, affronter les forces qui se rendent, et ce sera leur chance d'infiltrer le palais
et d'abattre le Premier ministre Honest. Elle dit ensuite que leur mission est de s'en prendre au conseiller du fondateur de la Voie de la Paix. Il s'avère que le conseiller Boric est en fait un espion envoyé par le Premier ministre pour prendre le contrôle du groupe religieux. Il drogue la nourriture de ses adeptes et les transforme en ses marionnettes. Leur mission est de le tuer, afin que l'insurrection religieuse puisse commencer sans aucun problème. En outre, le quartier général leur a demandé d'éliminer Bols et Kurome des Jaegers, car ils pourraient en s'avérer des ennemis redoutables dans cette guerre. Alors pour commencer, ils utiliseront leur signalement pour attirer les Jaegers hors de la capitale, puis les affronteront dans une bataille finale pour s'en débarrasser avant que la révolution ne commence. De retour dans la capitale, Run informe Esdit qu'Akame et Mind du Night Raid ont été repérés près du côté est de la rue Romery. Esdit lui donne immédiatement l'ordre de rassembler les Jaegers, et ils partent traquer leur cible. Les espions de l'armée révolutionnaire les voient quitter la capitale et envoient un oiseau messager à la patronne pour l'informer du départ d'Esdit avec son groupe. Najenda décide d'aller vers l'est, vers la Voie de la Paix, tandis que le reste du Night Raid se dirige vers l'ouest, ne révélant qu'Akame et Min, qui sont déjà sur les avis de recherche. Esdit comprend cette coïncidence et réalise que ce doit être leur plan pour les attirer et leur tendre une embuscade. Elle décide de diviser son groupe en deux équipes. Elle, Seryu et Run iront à l'est après Najenda, et le reste des Jaegers ira à l'ouest après Akame et Kurome. Ils mettent dans ce plan à exécution. Kurome, Wave et Bols se dirigent vers l'ouest pour affronter Min et Akame. En chemin, ils voient un épouvantail d'allure étrange au milieu du sentier et se demandent ce que c'est. Min essaie d'abattre Kurome à distance, mais elle l'esquive au dernier moment. Juste à ce moment-là, Susanoo sort de l'épouvantail et frappe Wave, l'envoyant valser comme la Team Rocket. Juste à ce moment-là, Najenda apparaît aux côtés des autres membres du Night Raid, révélant que tout s'est déroulé selon leur plan et qu'ils avaient maintenant Kurome et Bols acculés. Akame affronte Kurome tandis que Tatsumi, Leon et Najenda se tiennent devant Bols. Les choses s'annoncent bien pour eux, mais Kurome libère alors sa relique, Yatsufusa, qui a la capacité d'invoquer et de commander les morts et d'ajouter quiconque elle tue avec son épée à son armée de zombies. La bataille commence alors qu'elle invoque les restes d'une bête féroce géante de classe ultra, Destaghoul, aux côtés de 7 autres zombies de ses amis décédés. Akame y voit une chance, car ses réactions seraient plus lentes en contrôlant 8 corps à la fois et elle fonce droit sur Kurome. Elles commencent toutes les deux à s'affronter à l'épée, mais le zombie d'un de leurs amis d'enfance transforme le combat en 1-2 contre 1 pour Akame, et elle est repoussée par le Destaghoul. Bols utilise cette chance pour la repousser avec sa relique lance-flamme, mais Tatsumi intervient et la sauve à temps. Il lui dit de ne pas perdre son sang-froid pour qu'ils puissent aller gagner en équipe. Elle ordonne ensuite à la bête féroce de détruire le canyon avec son souffle d'énergie, et le Night Raid utilise cette chance pour se cacher dans la forêt et tendre à nouveau une embuscade à Kurome. Min essaie de l'abattre une fois de plus, mais elle est arrêtée par 2 zombies, l'un maniant une lance et l'autre 2 pistolets. Akame engage le combat avec Bols, tandis que tous les autres se battent dans un combat à 2 contre 1. Susanoo dit à Najenda qu'il peut s'occuper du Destaghoul, alors elle devrait aider les autres, et elle va aider Leon qui affronte le zombie d'un ancien général de l'armée impériale, un peu comme la patronne. Ils réussissent tous les deux à le repousser, mais Kurome profite de cette distraction et coupe rapidement un des bras de Leon. Leon utilise sa force bestiale pour arrêter l'hémorragie, puis suit les ordres de la patronne pour aider Akame à abattre Bols. Elle va l'aider à combattre Bols et un autre zombie qui était un garde du corps puissant. Pendant ce temps, Najenda combat l'ancien général et réussit à lui couper la tête. Mais étant un zombie, le corps continue de bouger, et elle devient vraiment furieuse en voyant le corps mutilé de son ami décédé. D'un autre côté, Susanoo tient la bête féroce géante occupée, et Najenda lui permet d'utiliser sa capacité cachée si besoin est. Au même moment, Tatsumi combat un zombie de bête féroce gorille aux côtés d'un autre zombie masqué. Il a un peu de mal avec les deux qui le ciblent en même temps, mais il reçoit ensuite l'aide de Chelsea, et il réussit à couper le zombie masqué en 2. Après cela, il détruit le zombie de bête féroce gorille avec ses coups coco de poing renforcés par Incursio. Min s'occupe aussi du tireur qui la combat, mais elle est ensuite capturée par le zombie d'une bête féroce grenouille. Kurome arrive sur les lieux et lui dit qu'il est juste qu'elle meure de la même manière que son ami, Chill, et la grenouille la dévore avec sa relique. Juste à ce moment-là, Tatsumi arrive et commence à combattre le zombie lancier de Kurome. D'un autre côté, Susanoo active sa capacité cachée qui lui permet de drainer la force vitale de son maître et d'entrer en mode berserker. Il utilise ce pouvoir pour détruire les bêtes féroces de classe ultra en une seule attaque, puis rejoint Najenda pour faire équipe avec Tatsumi. Min se fraye également un chemin hors de l'estomac de la grenouille et ils encerclent tous Kurome et la marionnette lancière. Pendant ce temps, Akame réussit à couper les jambes du zombie garde du corps et fonce droit sur Bols, et Leon utilise cette distraction pour l'abattre. Mais elle se fait tirer dans le bras par le garde du corps qui tombe. Alors elle arrache la relique des mains de Bols avec ses mâchoires de bête.
ils lui disent de se rendre. Il lance sa car il relique ne en l'air pourra et la fait plus détonner, utiliser sa provoquant relique. une explosion massive. Bowles Tatsumi répond protège tout le qu'il monde ne autour de peut lui en pas faisant l'utiliser, bouclier grâce à Nkurzio, alors il va et Léon tous sauve les Akame en envoyer attrapant le à bouclier du Narnia. garde du corps zombie et en encaissant l'explosion elle-même. Elle dit qu'elle ira bien grâce à la capacité régénératrice de sa relique, mais qu'il lui faudra un peu de temps pour récupérer. Kurome parvient aussi à échapper à l'explosion, et surprise, Bowles s'en sort également vivant et s'enfuit dans la forêt. Il pense à refaire équipe avec Kurome, mais en chemin, il trouve une petite fille en pleurs, près d'un arbre, blessée au genou. Il s'arrête pour l'aider, et la fillette le poignarde avec une aiguille empoisonnée, révélant être Chelsea, déguisée en enfant d'un village que Bowles avait jadis incendié. Juste à ce moment, Lubbock arrive aussi sur les lieux et lui dit que Kurome s'est échappé, mais qu'il connaît sa direction. Chelsea déclare qu'elle va la poursuivre et l'achever, sinon elle ramènera plus de zombies et les attaquera à nouveau à l'avenir. Elle dit à Lubbock de retourner chercher des renforts, pendant qu'elle poursuivra Kurome. Lubbock retourne à la base, informe tout le monde et ils envoient Tatsumi et Akame pour ramener Chelsea en toute sécurité. Pendant ce temps, Chelsea se transforme en Bowles et rencontre Kurome. Elle révèle avoir appris les personnalités et les manières de parler de tous les membres des Jaegers grâce aux informations de Tatsumi, et elle s'en sert pour duper complètement Kurome. Alors qu'elles marchent ensemble, Kurome s'effondre soudainement, disant que ses biscuits drogués sont finis et qu'elle en a besoin tout de suite. Chelsea se penche, lui tapote le dos, puis la poignarde avec une aiguille empoisonnée, la mettant apparemment hors d'état de nuire. Elle prend ensuite son épée et s'éloigne, mais à sa grande surprise, Kurome se relève et révèle que grâce aux effets de la nouvelle drogue qu'elle prend, elle est immunisée contre de telles choses et ne mourra que si son cœur s'arrête ou si sa tête est coupée. Elle arrache alors son épée des mains de Chelsea et libère les zombies lanciers et tireurs, les lançant à sa poursuite. Chelsea utilise une bombe fumigène et s'enfuit, mais elle est vite rattrapée par le lancier qui lui coupe le bras, tandis que le tireur l'abat simultanément. Et c'est ainsi que nous perdons notre deuxième meilleure fille, après Shield, d'une manière si brutale. De retour en ville, Tatsumi et Akame cherchent toujours Chelsea, suivant la traînée de sang qui mène de la forêt à la cité. Tatsumi traverse les rues et finit par arriver sur la place de la ville, où une foule s'est rassemblée autour de la pièce maîtresse. Il lève les yeux pour voir ce qu'il regarde et tombe immédiatement à genoux en réalisant que ce n'est rien d'autre que la tête de Chelsea, brandie sur un poteau. Après cela, ils retournent tous à leur base et poursuivent leur mission, le cœur lourd, mais la ferme résolution de faire advenir cette révolution. On découvre aussi que Léon peut rattacher son bras grâce à ses propriétés régénératrices et au fils de Lubbock. Le lendemain matin, ils se dirigent tous vers l'est pour s'occuper du conseiller du groupe religieux afin que la révolution puisse commencer. Pendant ce temps, Esdith rencontre le conseiller Bollick et lui dit qu'elle et les Jaegers agiront comme ses gardes du corps contre le Night Raid qu'ils soupçonnent d'avoir déjà infiltré l'Est. Bollick les accueille et révèle qu'il a-t-elle été protégé par les 4 démons Rakshasa jusqu'à présent grâce au Premier ministre et qu'ils peuvent maintenant les utiliser pour l'attaque. Ils décident de les envoyer en ville pour chercher les membres du Night Raid et s'en occuper. Par ailleurs, Wave remarque que Kurome ne s'est pas remise de ses blessures de la bataille précédente, et qu'elle se surmène. Il la confronte et lui dit qu'il demandera à Esdith de la laisser se reposer pour la mission, mais Kurome révèle que si elle est exclue des Jaegers, elle sera tuée, car elle est une assassine de l'Empire. Elle dit qu'elle ne veut pas ça, et si elle doit mourir, elle préférerait mourir en combattant comme ses camarades. Pendant la nuit, Akame rencontre des espions de l'armée révolutionnaire pour échanger des informations, mais ils sont tués par Daidara, l'un des 4 démons Rakshasa. Il engage Akame au combat et exhibe son corps extrêmement flexible. Au début, Akame a du mal, mais elle parvient finalement à le couper en deux et sort victorieuse. Cependant, elle est repérée par Ran, qui la remercie de lui avoir montré sa relique, puis s'envole pour faire son rapport à Esdith. D'un autre côté, Lubbock est pris en embuscade par Sten et Mez, 2 des 4 démons Rakshasa, sortis de nulle part. Il le soupçonne d'être un membre du Night Raid à cause de ses vêtements discrets et de sa nature d'éclaireur. Sten parvient à frapper Lubbock et le met à terre. Lubbock en profite pour faire le mort. Il utilise ses fils pour arrêter son cœur un instant, afin de les convaincre qu'il était hors de combat, et qu'il le laisserait là tranquille. Mais malheureusement pour lui, les démons tombent sur une jeune fille, une espionne révolutionnaire, et décident de la tuer. Voyant cela, le côté chevaleresque de Lubbock se réveille, il se relève et décide de les engager au combat. Il déploie ses fils et commence à combattre les 2 démons simultanément. Il passe à l'offensive en créant une hache de guerre avec ses fils, tout en gardant pour se défendre. Il frappe Sten avec la hache, mais celui-ci arrête simplement le coup à main connue. Sten dit qu'il est inutile de le défier ainsi, mais Lubbock répond que son but était de les distraire. Il se retourne et découvre que la jeune fille a réussi à s'échapper pendant qu'ils étaient occupés à le combattre. Lubbock considère sa mission accomplie et s'enfuit. Sten décide de le poursuivre mais se retrouve piégé dans ses fils. Il est d'abord arrêté par un fil qui manque de lui couper la tête, puis Lubbock lui transperce la poitrine avec une lance de fil. Après cela, il déroule les fils à l'intérieur de son corps
et les fait écraser son cœur, achevant le géant pour de bon. Après cela, il affronte Mez en déployant un filet de fils autour d'elle. Mez utilise sa technique ninja secrète et recouvre les fils d'un liquide visqueux qui les rend inutiles. Elle met ensuite Lubok à terre et s'approche de lui pour l'achever. Lubok lui lance 2 couteaux en un dernier effort désespéré, mais elle les esquive simplement, puis s'apprête à le ramasser pour le tuer. Mais juste à ce moment, les couteaux reviennent et la frappent dans le dos et en plein cœur, révélant que Lubok les contrôlait en y attachant ses fils. Et c'est ainsi qu'il parvient à s'échapper avec succès en vainquant 2 menaces majeures. Pendant que tout le monde se bat et affronte des ennemis, Min et Tatsumi ont de la chance pour une fois et ne rencontrent personne. Au lieu de ça, ils rencontrent le chef et fondateur du groupe religieux qui les observe se chamailler, les trouve adorables ensemble et les voit déjà en couple instantanément. Après leur mission de reconnaissance, ils se retrouvent tous et décident de poursuivre leur plan d'assassinat lors du festival anniversaire de l'organisation religieuse. Ils se séparent en 2 équipes. Tatsumi et Min s'associent pour attirer le plus de membres du Night Raid possible, tandis que le reste du groupe infiltrera le bâtiment de Bolik pour l'assassiner. Susanoo et Leon utilisent leur force bruyante et entrent par la porte principale pour attirer Kurome et Wave, tandis que Tatsumi et Min parviennent à faire suivre Seryu et le dernier démon, Suzuka. Ils les mènent à d'anciennes ruines en dehors de la ville, où Seryu commence la bataille en lançant un assaut d'armes sur eux, mais Tatsumi prend Min et s'enfuit avec sa relique. Ils sont ensuite attaqués par Suzuka, et Tatsumi l'engage et l'entraîne à l'intérieur des ruines, pendant que Min se prépare à tirer sur Seryu pour venger Shield. Seryu la remarque et lui lance son missile le plus puissant, mais Min le contre avec une explosion d'énergie de Pumpkin. Seryu se projette ensuite vers Mine avec sa relique, mais Min abat le chien et commence à modifier sa relique pour les achever. Seryu lui dit qu'elle va la tuer et la donner à manger à son chien, comme elle l'a fait avec les corps de Shield et Chelsea. Cela met Min en rage, et elle commence simplement à déchaîner un barrage de balles d'énergie sur eux avec son arme modifiée, parvenant aussi à endommager le cœur du chien. Seryu est contrainte d'utiliser son dernier recours, ce qui fait exploser sa relique, mais Min recule juste à temps pour esquiver l'explosion. Seryu la suit et essaie de lui tirer dessus avec le pistolet qu'elle a dans la bouche. Min bloque les balles avec sa relique, mais Seryu en profite pour la frapper violemment au ventre et la projeter en arrière. Pendant ce temps, Tatsumi continue son combat contre Suzuka à l'intérieur des ruines et décide de l'enterrer vivante en brisant les murs et les piliers de l'ancien bâtiment. Alors que tout s'effondre sur eux, ils s'échappent rapidement grâce à Nkurzio et la vainc pour de bon. À l'extérieur, Seryu s'approche de Min pour l'achever et envoie son chien à sa poursuite, avec son dernier souffle. Min décide que ce n'est pas son heure de mourir, elle ramasse son arme, la règle en mode rayon d'énergie, puis les prend toutes les 2 par surprise avec une attaque énergétique incroyablement puissante qui transperce son chien et Seryu, l'achevant pour de bon. Alors qu'elle tombe au sol sur le point de mourir, Seryu se déchaîne sur Min et fait détonner la puissante bombe dans sa tête. Min essaie de s'éloigner mais se trouve trop blessée pour bouger. Elle maudit son destin. Mais juste à ce moment, Tatsumi arrive et la sauve de l'explosion. Au fait, scoop de dernière minute, ils tombent amoureux l'un de l'autre ici. Pendant ce temps, Najenda et les autres membres du Night Raid parviennent à assassiner Bolik, qui désobéit aux ordres d'Esdith de rester dans sa chambre et tente de s'échapper par le tunnel secret. Au final, cela s'avère être une grande victoire pour l'armée révolutionnaire, ainsi que pour Tatsumi. Avec le succès de leur mission, la rébellion commence enfin, et l'armée révolutionnaire se met en marche vers la capitale depuis le sud. Comme prévu, les officiers stationnés dans les forces intermédiaires démissionnent les uns après les autres, sans opposer de résistance, et les révolutionnaires continuent d'avancer. Pour contrer ces avancées, le Premier ministre fait appel au commandant en chef Budo pour parler à ses hommes, tandis qu'il présente son propre fils, Shura, et son groupe de police spéciale appelé Wild Hunt pour s'occuper du Night Raid. Esdith est envoyé à l'ouest pour s'occuper des alliés révolutionnaires, tandis que les membres restants des Jaegers sont mis en attente dans la capitale. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas envoyés au front, mais alors Kurome tombe au sol et perd soudainement connaissance. Tandis que les forces avancent, la mission du Night Raid est d'infiltrer le palais et d'éliminer le Premier ministre Honest. Leon et Mine descendent par les tunnels d'Egutios souterrains, tandis que Tatsumi et Lubok sont choisis pour rejoindre les espions révolutionnaires à l'intérieur du palais et s'infiltrer à l'avance. Ils rencontrent la fille d'un des tuteurs de haut rang de l'Empire et elle les emmène à l'intérieur du palais pour retrouver les révolutionnaires. Mais quand ils atteignent le bâtiment, personne ne répond de l'intérieur. Et Lubok remarque du sang qui s'écoule. Il ouvre la porte et ils regardent tous à l'intérieur, seulement pour trouver tout le monde mort. Soudain, les corps commencent à gonfler et explosent, faisant voler le bâtiment en éclats. La fille se met à hurler comme une folle, et juste à ce moment, Shura se révèle de la fumée et les encercle avec son équipe. Il remarque que Tatsumi est le même gars qui l'a transporté sur cette île avec Esdith, et se demande ce qui se passe. Tatsumi dit que cela signifie qu'il est derrière l'incident des bêtes dangereuses et s'élance pour l'attaquer. Mais juste à ce moment, Budo saute d'en haut avec sa relique impériale de foudre. Il se présente,
puis commence à combattre Tatsumi en le frappant avec ses lourds coups de poing imprégnés de foudre. Tatsumi s'équipe d'Enkurzio et essaie alors d'échanger des coups avec lui. Budo le félicite pour son talent et son travail acharné, mais le met ensuite KO avec une attaque de foudre massive. Pendant ce temps, Lubok se bat avec Shura. Shura exhibe ses arts martiaux et sa relique de téléportation, puis s'injecte une drogue améliorant pour augmenter encore plus sa puissance. Au début, il le submerge complètement avec ses coups de téléportation infinis, mais Lubok utilise ce temps pour installer ses fils partout. Il décide de la tirer, mais alors la fille révolutionnaire le retient par derrière et appelle Shura, disant qu'elle fait ça pour qu'il libère ses parents. Shura la frappe plutôt et dit qu'il lui avait dit de ne pas gâcher son plaisir, puis se tourne vers Lubok et dit qu'il est fini. Mais Lubok sort sa carte Uno inversée, coupe la main de Shura qui tenait sa relique et dit qu'il est déjà pris dans son piège. Les choses commencent à bien se présenter pour lui, mais la fille se relève et poignarde Lubok dans le dos avant de mourir, demandant à Shura de libérer ses parents et téléporte Lubok en dans voyant une autre cela. dimension. Lubok se met à rire, le retient avec et ses dit filles, qu'il avait et déjà l'entraîne avec tué lui. ses parents Ils se battent et tous les qu'elle deux est là-bas, tellement et stupide. Lubok là-bas avec sa lance de fil et lui écrase le cœur, tout comme il l'a fait avec Sten. Il retombe alors du portail avec sa blessure par arme blanche, mais malheureusement, au lieu que Tatsumi le rattrape, les membres de la Wild Hunt l'attendent avec leur lance levée, et Lubok tombe vers sa mort, empalé par eux en chemin. Tatsumi crie son nom, puis il est capturé aussi. De retour au palais, Budo informe le premier ministre de la mort de son fils et de la façon dont il a éliminé l'un des assassins du Night Raid. Honest pleure son fils pendant environ une demi-seconde, puis dit peu importe et continue de manger son poulet. Budo lui dit ensuite qu'ils ont fait de l'autre un prisonnier, et il décide donc de le torturer à mort pour en faire un exemple afin de dissuader les autres révolutionnaires. Juste à ce moment, Esdith arrive au bureau et dit qu'elle s'occupera de cette affaire, et dans son cœur, elle dit qu'elle ne laissera personne avoir Tatsumi. Le lendemain, ils apprennent qu'il y aura une exécution publique. La nuit suivante, Min décide d'y aller seule pour sauver Tatsumi, mais Akame l'arrête en chemin. Min lui dit de ne pas essayer de l'arrêter, mais Akame répond qu'elle est là pour l'aider. Juste à ce moment, Léon sort de derrière aussi et dit qu'elle aidera également car c'est elle qui l'a repéré, et elle dit à la patronne de ne pas les arrêter. La patronne dit qu'en tant que Night Raid, il est de leur devoir d'arrêter cette exécution afin de ne pas saper le moral de l'armée révolutionnaire. Et ainsi, ils partent tous pour sauver Tatsumi. De retour dans sa cellule, Esdith confronte Tatsumi et dit qu'il a finalement rejoint l'armée révolutionnaire. Elle lui dit de les quitter et de venir avec elle, et elle pardonnera tous ses crimes passés, mais Tatsumi répond qu'il ne peut pas être avec quelqu'un qui sème la destruction. Elle essaie de le convaincre mais voit qu'il est résolu, et dit alors qu'elle fera l'exécution elle-même et verra à quel point sa volonté de vivre est forte. Le lendemain, ils se rassemblent tous dans le Colisée avec une foule immense, en présence de l'empereur enfant et du Premier ministre. Budo est en service de sécurité, tandis qu'Esdith s'approche de Tatsumi avec son épée, lui qui est attaché à une croix au centre. Elle pointe sa lame sur lui, déchire sa chemise et dit qu'elle va commencer maintenant. Mais juste à ce moment, Min lui tire dessus, la faisant reculer. Elle lui tire ensuite plusieurs rayons d'énergie, la forçant à s'éloigner de Tatsumi, et le reste du Night Raid survole la foule sur une bête dangereuse en forme de Raymanta. Elle fait ensuite détonner les explosifs que Lubok avait placés dans le Colisée en prévision de la bataille finale, et fait tomber Esdith sous terre. Budo leur tire dessus avec la foudre, et Najenda saute aussi avec sa relique, Susanoo, pour affronter Esdith. Pendant ce temps, Léon rejoint Min et Akame infiltrent le palais pour éloigner les Geiger d'eux et tuer le Premier ministre. Min et Léon se battent contre Budo, mais il se montre trop puissant pour elle. Léon essaie de l'engager au corps à corps pour donner des ouvertures à Min, mais Budo la paralyse avec sa foudre et encaisse les tirs de Min comme un vrai dur. Leur combat continue un moment, mais Budo les repousse sans cesse et parvient même à frapper Min avec son attaque de foudre, surpassant le rayon d'énergie de Pumpkin. Pendant ce temps, Akame réussit à entrer dans le bureau du Premier ministre, mais au lieu de lui, elle ne trouve que la clé d'Enkurzio. Elle la récupère et retourne en courant au Colisée pour aider les autres, Min ayant pris un coup direct de Budo et proche de la mort. Avec ses émotions pour Tatsumi et ses niveaux de danger si élevés, elle appelle Pumpkin à répondre à ses sentiments et tire sur Budo avec le rayon d'énergie le plus puissant qu'elle puisse, épuisant et brisant Pumpkin par la même occasion. Budo riposte en lui tirant aussi de la foudre, mais l'attaque de Pumpkin la surpuissance et le transperce, l'achevant pour de bon. Après avoir vaincu le commandant en chef, Min tombe de sa plateforme, et Tatsumi arrive juste à temps avec Enkurzio pour la rattraper. D'un autre côté, Najenda et Susanoo se battent contre Esdith, mais elle se montre trop forte pour eux. Elle repousse Susanoo puis le gèle d'un simple toucher, Najenda utilise l'habileté cachée et fait transformer Susanoo, et ils retrouvent un certain équilibre face à elle. Avec Tatsumi sauvé et Min en mauvaise posture, Najenda dit à tout le monde de battre en retraite et essaie de retenir Esdith pour qu'il puisse s'échapper. Mais Esdith n'en a que faire
et elle utilise sa capacité cachée qui lui permet de figer le temps. Elle utilise cette capacité pour tuer Susanoo et détruire son noyau. Les choses s'annoncent mal, mais alors Najenda donne plus de force vitale à Susanoo, le laissant revivre en un dernier effort désespéré. Susanoo dit qu'il la retiendra et dit à tous les autres de s'échapper et commence à combattre Esdith. Ils s'engagent tous deux dans une bataille féroce, tandis que les autres s'échappent. Tatsumi court avec Min dans l'espoir de lui faire donner des soins, mais Min dit qu'il est déjà trop tard pour elle et qu'elle ne peut pas récupérer aussi vite que Léon. Elle lui demande de la laisser partir et ils partagent un baiser. Elle le remercie pour tout et de l'avoir aimé, puis meurt dans ses bras. Avec cela, Najenda perd Susanoo et Min, mais parvient à récupérer Tatsumi et Enkurzio et se débarrasse également de Budo. Avec cette victoire, les révolutionnaires se rapprochent un peu de la capitale et sont envoyés au front. Ron parle à Wave et Kurom de sa condition et dit que s'ils s'échappent maintenant, personne ne les poursuivra. Mais Kurom dit que ce n'est pas une option pour elle et qu'elle doit régler les choses avec sa sœur. Après cela, il tue de nombreux révolutionnaires et Kurom laisse un message secret à Akame pour qu'elle la rencontre seule dans l'installation de la forêt de Kadai. Akame décide d'y aller seule, respectant les souhaits de sa petite sœur, et Tatsumi lui dit de revenir vivante. Pendant ce temps, le Premier ministre fait son petit numéro et manipule l'empereur enfant pour qu'il utilise la relique ultime, qui requiert son autorité impériale. Cette nuit-là, Akame se rend sur les lieux et rencontre Kurom. Elles se retrouvent à l'ancien orphelinat et se remémorent net à leur enfance. Kurome accuse Akame de l'avoir trahi en rejoignant l'armée révolutionnaire et en l'abandonnant, puis elles se battent. Kurome active sa relique et invoque ses zombies, mais crache du sang, sa santé étant précaire. Akame le remarque et décide d'en finir au plus vite. Elles s'affrontent à l'épée, et Akame parvient à les dominer malgré ce 3 contre 1. Au palais, Wave demande à Ron où Kurome a pu aller après sa note sur son combat contre Akame, et il décide d'aller la sauver. Sur le champ de bataille, le combat des sœurs réveille une bête de danger expérimentale endormie. La bête tue les 2 puissants zombies, puis frappe Kurome, mais Akame la sauve, et elles la battent toutes les deux, comme au bon vieux temps. Mais après ça, elles reprennent leur combat. Kurome invoque ses zombies PNJ, mais Akame les réduit en miettes en un instant, puis s'apprête à porter le coup fatal à sa sœur. Mais à cet instant, Wave arrive et la repousse. Il dit être venu pour arrêter leur combat, mais Tatsumi arrive aussi et repousse Wave. Il affirme que pour certaines choses, la seule voie est qu'elle règle ça elle-même, et Kurome dit à Wave qu'elle le souhaite aussi. Elle le remercie d'être venu et dit qu'elle aurait aimé qu'il se rapproche en fait dans d'autres circonstances, puis il regarde que les sœurs se battent à mort. Finalement, Akame prend le dessus et transperce Kurome, la mettant au repos pour de bon. Elles remettent le corps à Wave, qui leur demande pourquoi ils se battent beau tous. Akame répond que s'il ne peut pas répondre à cette question lui-même, il n'a rien à faire avec une arme, et ils s'en vont tous. Au palais, le Premier ministre emmène l'empereur à l'ultime relique impériale et lui ordonne de l'activer. C'est son devoir de protéger son peuple de cette rébellion. Les Jaegers écartés et l'armée révolutionnaire dans la capitale, tous décident de marcher sur le palais pour enfin libérer le peuple de la tyrannie du Premier ministre. Najenda mène les révolutionnaires en première ligne, tandis que Tatsumi, Léon et Akame infiltrent le palais pour décapiter Honest. Une fois à l'intérieur, ils sont confrontés à de nombreux chevaliers d'élite, mais Ron arrive et déclare qu'il s'occupera du Night Raid. Léon décide de l'affronter seul et dit à Tatsumi et Akame d'avancer pour finir le travail. Il demande à Rune pourquoi il se bat aux côtés du Premier ministre. Il répond qu'il était aussi opprimé par l'Empire, mais voulait changer les choses de l'intérieur. Mais cette rébellion a tout gâché et il est amer. Léon pense que c'est juste un gamin, et il s'engage dans un drôle de combat. Dans la salle d'audience, Tatsumi et Akame font irruption et font face à l'empereur et au Premier ministre. Akame vise la tête d'Honest, mais elle est bloquée par un champ de force qui le protège. Il révèle que l'ultime relique est activée. Le palais s'effondre et de ses ruines émerge l'empereur Mech Shikutazer. Totalement lobotomisé, l'empereur enfant déchaîne un rayon laser qui tue aveuglément des gens et détruit des maisons dans la capitale. Wave observe ce désastre de loin, près de la tombe de Kurom, et décide d'aller se battre avec les révolutionnaires. Akame et le reste des révolutionnaires affrontent les forces impériales menées par Esdith, tandis que Tatsumi fait face à l'empereur enfant dans le gigantesque mech. L'empereur le met à terre, et Tatsumi décide d'utiliser la technique la plus cheatée de l'histoire de Dota, le Talk no Jutsu. Il affronte l'empereur, se fait brutalement tabasser, mais continue de parler, lui expliquant la souffrance du peuple, les actions de Duka, et comment il est manipulé par le Premier ministre. L'enfant craque et décide de le faire taire en l'écrasant sous ses pieds, mais Wave arrive juste à temps et sauve Tatsumi de finir en purée. Ron décide aussi d'arrêter de se battre, et se concentre sur le sauvetage des habitants de l'Empire aux côtés de Léon.
Après cela, Tatsumi et Wave combattent le mec ensemble. Pendant le combat, Tatsumi découvre un point faible sur l'engin. Il demande l'aide de Wave et ils parviennent tous deux à lui infliger de lourds dégâts. Ressentant la douleur, l'empereur les abat tous les deux avec des rayons laser et assomme Wave. Dans ce moment difficile, Tatsumi se souvient des conseils de Bulat et appelle Incursio, le faisant évoluer grâce à la puissance de l'intrigue. Désormais doré, brillant et doté de nouvelles ailes, Tatsumi esquive toutes les attaques laser et frappe le mec avec sa seule volonté, parvenant à le déchirer et le détruire. Mais il voit alors le mec tomber sur une foule de gens et se précipite pour les sauver. Il retient le mec comme Superman et parvient à l'empêcher de les écraser, mais ce faisant, il perd trop de sang et ainsi rend son dernier souffle en héros. Akame se précipite vers lui et lui crie, lui rappelant sa promesse de ne jamais mourir. À cet instant, Esdith arrive aussi, et Akame lui dit que Tatsumi est mort. Tatsumi à terre et l'empereur vaincu, l'armée révolutionnaire a presque gagné. Mais Esdith se dresse toujours entre eux et leur liberté. Elle accepte la chute de l'Empire, mais déclare que sa chasse continue. Elle dit que Tatsumi est mort parce qu'il était faible, puis crée une arène murée autour d'Akame et d'elle-même. Elle affirme qu'elle marchera simplement vers le prochain champ de bataille, et s'il n'y en a pas, elle en créera un elle-même. Akame dit qu'elle ne peut permettre à une telle personne d'exister dans le monde paisible qu'ils ont tant sacrifié pour créer. Elle s'engage dans la bataille finale qui décidera du destin de cette nation. Elles commencent en croisant leurs épées, et au début, Akame parvient à égaler le maniement d'Esdith, mais celle-ci se révèle trop forte avec ses capacités de glace surpuissantes. Quand les choses commencent à mal tourner, Akame décide d'utiliser aussi sa capacité cachée et se coupe avec sa lame. Le poison de Murasame parcourt ses veines, la transformant en son état démoniaque, ce qui augmente considérablement toutes ses statistiques. Elle passe à l'offensive et combat Esdith férocement, parvenant même à lui entailler la main. Le poison se répand rapidement dans son bras, mais Esdith se coupe le bras et continue de combattre Akame, littéralement d'une seule main. Leur bataille continue, mais les pouvoirs démoniaques d'Akame sont trop pour Esdith, qui est forcée d'utiliser sa capacité cachée, qu'elle ne peut utiliser qu'une seule fois par jour. Elle arrête le temps alors qu'Akame est juste devant elle, puis la transperce en plein cœur. Mais dès qu'elle le fait, elle réalise que ce n'est qu'une image rémanente et se demande où est la vraie Akame. À cet instant, le temps reprend son cours et Akame la frappe d'en haut, disant qu'elle se méfiait de sa capacité cachée qui avait tué Susanoo. Esdith accepte sa défaite, puis érige un mur de glace entre elles et marche vers le corps sans vie de Tatsumi. Elle le serre dans ses bras et dit qu'ils seront enfin ensemble, puis ainsi elle disparaît en poussière. La bataille finale gagnée et tout le monde mort, façon Game of Thrones, il est temps pour ce que nous attendions tous, la mort du Premier ministre Honest. Il décide de s'enfuir au milieu de tout ce tumulte, mais Léon le repère vite et l'affronte dans un passage secret. Elle avance pour corriger le gros porc, mais il révèle sa relique cachée, qui peut être utilisée une seule fois pour détruire n'importe quelle autre relique. Il détruit la ceinture de Léon, puis l'abat avec un pistolet. Mais Léon ne l'entend pas de cette oreille, elle lui donne un coup de poing sur le nez et le met à terre. Honest lui tire plusieurs fois dans le ventre, mais Léon encaisse, tout comme la reine sauvage qu'elle est, puis continue de le frapper à coups de poing et lui fracasse la tête. Après cela, elle va retrouver Akame et lui dit au revoir, cachant ses blessures. Elle retourne ensuite dans les bidonvilles où elle était née, voit les citoyens heureux qui ont gagné cette révolution, puis meurt paisiblement dans une ruelle vidée de son sang. Après cela, ils exécutent publiquement l'empereur enfant, et Najenda est nommé pour jeter les bases de cette nouvelle nation. Akame décide de partir vers l'est pour établir de meilleures connexions avec la nouvelle nation et fait ses adieux à Najenda pour le moment. Et c'est ainsi que l'histoire d'Akame ga Kill, où tout le monde y passe, prend fin.